Forces et faiblesses du système africain de protection des droits humains est la thématique du jour dans la chronique Droits humains et société. Et c'est avec Monsieur Étienne Kabouré du CIFTA. Bonjour et bienvenue. Merci bien et bonjour à vous. Alors, que doit-on comprendre déjà par protection des droits humains? Alors, la protection des droits humains doit se comprendre à travers un certain nombre de garanties, notamment d'abord à travers des textes. Ces droits-là doivent être consacrés et à travers bien sûr des organes qui se chargent de la mise en œuvre, qui surveillent la mise en œuvre des droits qui ont été garantis par les textes là au niveau des États. Voilà, c'est-à-dire qui se chargent de surveiller comment est-ce que les États mettent en œuvre ces droits-là et quelles sont les insuffisances, les difficultés qui sont rencontrées, quelles sont les recommandations à faire à partir bien sûr souvent de la collaboration de la société civile et même des rapports que l'État transmet. Voilà, c'est tout ça là qu'il faut entendre par protection des droits de l'homme. De l'Afrique maintenant concernant le Tout à système. fait. Donc il ne faut pas oublier que dans cette protection également, il y a le fait que l'État a l'obligation non seulement de mettre en œuvre à travers bien sûr la mise en œuvre des institutions, mais aussi des programmes qui puissent en tout cas permettre l'effectivité de ces droits-là et aussi des instances judiciaires quand il le faut, voilà, pour que voilà, lorsqu'il y a violation ou atteinte, voilà, que les victimes puissent obtenir réparation. D'accord. Pour bénéficier donc de l'expertise de ce programme-là, doit-on être membre ou c'est déjà un acquis? Je ne comprends pas assez. Pour dire, concernant le système africain de protection des droits humains, concernant les États, y a-t-il des États membres ou c'est de façon générale pour toute l'Afrique? Ok, merci bien. Pour ce qui concerne le système de protection des droits de l'homme au plan africain, il faut dire que c'est tous les États africains en fait, parce que ce sont les États qui sont partis en fait à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, qui a institué la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a une compétence en tout cas qui a pour mission de faire la promotion et la protection des droits de l'homme à travers bien sûr des recherches, des études, des recommandations à l'endroit des États. Alors là, il faut dire qu'il y a aussi la Cour africaine des droits de l'homme des peuples qui a été créée par le protocole relatif bien sûr à la charte pour compléter les fonctions de la commission. Voilà, qui est la Cour est une instance, est un organe judiciaire et la Commission est un organe quasi judiciaire, voilà, qui le plus souvent formule des recommandations à l'endroit des États lorsque reçoit par exemple des communications qu'elle déclare recevables et qu'elle traite vraiment au fond. Alors, ce sont des recommandations qu'elle formule à l'endroit des États. Mais la Cour a pour compétence, en tout cas trois types de compétences. Elle a une compétence consultative, voilà, qui lui permet de donner, par exemple, des avis par rapport à l'interprétation de certains textes africains et même des textes qui ont été adoptés au plan international. La Cour a également une compétence judiciaire qui lui permet de recevoir, bien sûr, des plaintes venant des États, venant de la Commission africaine elle-même, venant également des individus et venant des ONG qui ont, par exemple, le statut d'observateur auprès de la Commission. Voilà, et la, la, la Cour également souvent essaye de mettre en avant le règlement à l'amiable pour certaines questions, voilà, qu'elle doit trancher. Alors, Monsieur Kabouré, parlons à présent de l'effectivité de ce système africain aujourd'hui. A-t-elle sa raison d'être aujourd'hui? Tout à fait. Je dirais que euh, ce système a sa raison d'être. Parce que il est vrai que l'Afrique a suivi, je dirais, les autres continents pour mettre en place un système de protection. Mais il faut dire que ce système de protection a été adapté au contexte africain. Voilà, lorsque vous prenez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, vous voyez il y a aussi bien des droits que des devoirs. Et c'est le seul texte au plan international, à un moment donné, qui a reconnu, bien sûr, le droit des peuples. Alors, donc, ce système-là, puisque le système, en fait, est constitué de ces textes, des organes que ces textes-là mettent en place, des institutions, et aussi les mécanismes que ces textes-là décrivent pour permettre
à toute personne ou à toute victime de pouvoir suivre la procédure de ces mécanismes, pouvoir déclencher ces mécanismes qui sont mis en œuvre à travers les organes pour que les textes là soient respectés afin que leurs droits soient rétablis. Alors, je pense qu'au plan africain, cela est vraiment nécessaire et je dirais même indispensable dans la mesure où non seulement ça permet de faire la promotion et surtout la protection des droits au plan africain et même au plan national parce que des textes pris ou de la jurisprudence de ces organes-là permettent souvent de corriger beaucoup de choses au plan national. Dans quel contexte alors on peut revenir là-dessus? Un État peut-il faire référence à ce système-là et quelles sont ses forces parlant de ça? Ok, merci bien. Lorsque un État parti estime que un autre État parti a violé une disposition de la charte ou n'a pas respecté telle disposition, peut en fait faire voilà, saisir soit la commission ou bien la cour. Alors, ben, pour faire une petite rectification, au niveau du système africain, il y a trois organes essentiellement. C'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, il y a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la fusion a été prévue avec la Cour de justice africaine, parce que bien sûr la gestion des deux côtés est difficile, mais la Cour africaine de justice et des droits de l'homme qui a été prévue n'est pas encore effective, opérationnelle, dans la mesure où les États, le nombre d'États qui doivent ratifier le protocole afin que la Cour puisse être effective n'a pas encore été atteint. Alors, c'est pourquoi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples continue toujours voilà, d'être compétente et de gérer les affaires. Alors, lorsqu'un État introduit une requête, une communication plainte, par exemple, devant la commission essaye d'abord un règlement à l'amiable entre les États. Et lorsque cela échoue, voilà, l'État, je dirais, diligent, soit celui qui a déclenché, qui a saisi d'abord la commission, ou soit celui contre lequel, bien sûr, la commission a été saisie, peut saisir la Cour. Voilà, pour que la Cour voilà, puisse trancher cette affaire-là. Disons que la procédure au sein de la Cour ou de la Commission, lorsqu'il s'agit par exemple d'individus, parce que c'est sur ça que je voudrais beaucoup plus insister, parce que beaucoup de personnes peut-être qui ignoraient cela, lorsque ils auront l'information juste et adéquate, essaieront peut-être de déclencher ces procédures-là. Ouais. Alors, il faut dire que il y a des conditions à respecter. Lorsque on est un individu, il y a des conditions à respecter. Lorsqu'on est également une ONG, il y a des conditions à respecter. Voilà, pour saisir la commission, on n'a pas besoin d'avoir un statut d'observateur pour une ONG. Mais pour saisir, par exemple, la Cour, l'ONG a l'obligation d'avoir un statut d'observateur auprès de la commission. Pas auprès de la Cour, mais auprès de la commission pour saisir en fait la Cour. Alors, et il y a des conditions, par exemple, de recevabilité. Il faut que l'auteur de la plainte s'identifie, même si dans la requête, l'auteur peut demander l'anonymat. Il faut que la requête soit compatible avec, bien sûr, les principes de l'Union africaine, la charte et tout. Il faut que la requête ne contienne pas de propos outrageant l'État contre lequel, bien sûr, la requête est introduite, ou bien l'Union africaine, ou encore... il faut que voilà, tout à fait. Effectivement, bon, si il y a des conditions à respecter, si ces conditions sont respectées, alors la commission, la Cour peut se prononcer. Mais ce n'est pas souvent des entraves pour dire des obstacles pour ceux vraiment qui veulent saisir. Justement, j'en viens aux obstacles, c'est pourquoi j'insiste en fait sur la procédure pour pouvoir ressortir en fait les obstacles. Alors, il y a aussi que on ne doit pas se contenter de rassembler des informations qui ont été, en tout cas, qu'on a récoltées auprès de la communication de masse, c'est-à-dire des informations qu'on a de part et d'autre. Il faut aussi qu'on puisse épuiser les voies de recours internes. Il faut également saisir la commission ou la Cour dans un délai raisonnable. Et aussi, il ne faut pas que l'affaire ait été déjà tranchée selon les principes, par exemple, de l'ONU ou encore de la charte ou de l'Union africaine. Alors, maintenant, pour ce qui concerne les obstacles, il faut dire que la saisine même de la Cour, en tout cas, est un obstacle, dans la mesure où, en fait, pour saisir la Cour, un individu, par exemple, qui relève d'un État, doit d'abord vérifier que l'État a reconnu la compétence de la Cour
lorsqu'il s'agit par exemple de la saisine de la part d'individus. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance, la déclaration préalable. Et lorsque l'État l'a fait, tel que le Burkina Faso, alors l'individu peut en ce moment saisir la Cour. Il faut dire que c'est un obstacle, parce qu'au niveau du système européen, l'individu directement saisit la Cour, n'a pas besoin que son État, par exemple, accepte la compétence de la Cour. Alors, il faut dire également, pour ce qui concerne les limites, ou du moins les faiblesses, alors il y a des difficultés financières qui font que... Parce qu'il faut payer. Voilà, tout à fait. Non seulement au niveau de la Cour, mais aussi au niveau des victimes. Parce que la plupart du temps, pour se déplacer, c'est difficile. On n'est pas obligé de se déplacer, mais quand cela est nécessaire, il y a également des coûts. Il y a la Cour elle-même qui a besoin, en tout cas... de suivi. Tout à fait. Et c'est l'un des obstacles majeurs qui a en tout cas conduit à la fusion des deux cours. Et il faut aussi noter que la Cour reçoit beaucoup de requêtes, alors que la Cour n'a que 11 juges qui ne sont pas du tout, qui ne travaillent pas à temps plein, qui travaillent à temps partiel. Il y a également l'efficacité de la Cour. Alors, les décisions de la Cour qui sont en tout cas contraignantes dans les textes, n'ont pas véritablement ce caractère contraignant vis-à-vis des États, voilà, qui les mettent en œuvre quand vraiment ils veulent. Quand ça les arrange, on va le dire comme ça. D'accord, monsieur Kabouré, ne peut pris pas le temps, c'est donc fini pour cet entretien. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était la chronique du jour avec monsieur Étienne Kabouré, coordonnateur du CIVDA. Il était donc question des forces et des faiblesses du système africain de protection des droits humains aujourd'hui.